Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on va vous proposer un focus sur l'association des chiens guides de l'Est. Mieux qu'une canne blanche, ils sont les yeux de leur maître. On vous expliquera ça en détail avec plusieurs invités qui vont me rejoindre tout à l'heure sur ce plateau. Pour le moment, j'ai le plaisir de commencer cette émission avec Marie-Morgane. Coucou. Salut. Tu vas être notre rayon de soleil côté météo, en tout cas on l'espère. Et puis tu seras aussi la porte-parole des internautes. On commence côté actu avec les 80 ans de l'UCEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré, direction Beach, à l'étang d'Asselfourt, où des élèves sont en pleine course d'orientation. Uranie est sur place, bonjour, raconte-nous comment ça se passe. Salut Julia, alors là je suis intégrée dans un groupe de filles, on est en train d'essayer de lire la carte. C'est pas simple du tout parce que j'ai pas l'habitude, mais elles m'aident parce qu'elles ont vraiment des bonnes bases. Alors on essaie de trouver le plus de balises possible pour avant les autres finalement. Alors là les filles, on essaie de trouver laquelle, montrez-moi. La J, elle est là. Ok, la J, et elle serait où? Je pense plus là-bas. Bon, je vous laisse faire, allez-y, trouvez-la. Donc depuis ce matin, il y a 150 élèves qui sont répartis sur 2 sites, donc l'étang de Hasselfourt et le parc de Stadtfeier, donc à Beach. C'est pour une grosse course d'orientation. Et pourquoi? Eh bien, à l'occasion des 80 ans de l'USEP, l'USEP qui est l'Union sportive de l'enseignement primaire. Et c'est grâce à cette association qu'il y a ce genre de manifestation tout au long de l'année. Et on en dit plus d'ici quelques instants. Ok, merci Uranie, merci à Marie pour les images. On revient donc vers vous très vite. On regarde d'abord le tour d'horizon de l'actu en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. La résidence Saint-Christophe va enfin prendre vie à Sarreguemines. Après de multiples déboires pour 38 investisseurs qui avaient fait confiance à un promoteur immobilier il y a 10 ans, la situation se décante. Pascal Rohr et Brice Auer ont racheté le bâtiment pour terminer enfin les travaux. Il devrait s'achever à l'automne. 17e pavillon bleu pour le port de plaisance de Sarreguemines. Le label a dévoilé le palmarès 2019 et c'est sans surprise que le port de la cité faïencière en fait partie. Cette distinction récompense la bonne gestion des déchets, la gestion de l'eau et l'éducation à l'environnement. Il faut respecter une liste de critères pour obtenir le label. La remise du pavillon bleu se fera le 15 juin prochain. Les filles se mettent au foot. Le nombre de licenciés augmente chaque saison. Le Sarreguemines Football Club organise cette semaine des portes ouvertes. Les filles âgées de 7 à 15 ans sont encore invitées à venir découvrir le club ce soir à partir de 17h45 au stade de la Blise. L'entrée est gratuite. L'enseigne Les Opticiens Mutualistes a déménagé près de Mondial Tissu en zone commerciale de Sarreguemines. Les locaux sont plus grands et on y retrouve les mêmes services, vente de lunettes et lentilles, tout comme la partie audition. 4 personnes travaillent actuellement, 3 opticiens et un audioprothésiste. Un 4e opticien est recherché pour compléter l'équipe. Un cabinet dentaire doit également ouvrir juste à côté. Les travaux sont en cours. Les crèches de l'Agglo éveillent la petite enfance et facilitent la vie des actifs. Place maintenant aux infos du ciel. Voici les prévisions de Météo France pour demain. J'ai entendu que tu voulais une voiture. Oui, Don Credito. Je crois que je peux t'aider. Demain, le soleil va être fortement contrarié par les nuages tout au long de la journée. En début de soirée, un vent modéré va s'établir. Les températures maximales seront comprises entre 21 et 23 degrés. Demain, nous serons le vendredi 24 mai et nous fêterons les Donatiens. Le soleil nous accompagnera de 5h37 à 21h18. L'image du jour est moins réjouissante que les jours précédents. Christian, ouvrier communal de Lixin-les-Roulins, nous a envoyé une photo prise sur un chemin rural entre Lixin et Roulins. Alors, le joli paysage est malheureusement gâché par des sièges et autres pièces de voitures qui ont été déposées sur le chemin. La commune a décidé de porter plainte à la gendarmerie. Merci pour cette photo et n'hésitez pas à vous aussi nous en envoyer par mail sur notre page Facebook. Pour toi, je vais devenir ton parrain au Crédit Mutuel. Tu me remercieras plus tard. Au Crédit Mutuel, les bons plans, ça se partage. Parrain et parrainé profitent d'avantages exclusifs. Je dois mon esprit d'ouverture à d'ingénieux créateurs.
Fermap, des fenêtres étudiées pour vous. Une course d'orientation pour marquer le coup des 80 ans de l'UCEP et un prétexte pour inviter les élus afin de les sensibiliser à une mise en place de balises pérennes. Car pour le moment, c'est une première éphémère. Comment s'est organisé cet événement? Comment se déroule la course d'orientation? Éléments de réponse dans ce reportage d'Uranie Tozic et Marie Luff. 3 jours de formation pour les professeurs encadrants, mais plusieurs mois de travail, notamment pour réaliser les cartes. Car sans cartographie, difficile de se repérer autour de l'étang et dans la forêt. Pour cette course d'orientation, le principe est simple, trouver les 36 balises cachées sur le secteur et revenir au poste de contrôle pour valider le tout. Bien sûr, ces élèves de primaire ne sont pas lâchés dans la nature. En classe, ils ont appris à se repérer, carte en main, à lire la légende, à comprendre les courbes de niveau. Même travail sur le terrain, si ce n'est qu'il faut s'orienter en équipe et gérer la fatigue. Si le but est le même pour les plus petits, les indices, eux, sont photographiques. Il faut retrouver le lieu exact des clichés pour retrouver les balises. Au total, 2 sites sont cartographiés, l'étang de Hasselfurt et le parc de Stadtfeier. C'est pourquoi les professeurs encadrants souhaitent pérenniser les parcours avec l'aide de la ville de Bitche pour placer des balises plus solides et offrir alors une activité tout au long de l'année pour les scolaires, mais aussi les associations. Un beau projet pour remettre la course d'orientation au goût du jour. 80 ans, ça se fête. On a demandé au président de l'UCEP Moselle d'évoquer les événements marquants pour l'association et de parler des projets à venir. Voici ses réponses. Monsieur Gégère, bonjour. Oui, bonjour. Alors, c'est les 80 ans de l'UCEP. Est-ce que vous pouvez déjà me rappeler quelles sont les missions de l'association ? Alors, l'UCEP a une mission d'utilité publique qui vise à promouvoir le sport dans la pratique quotidienne, le sport pour tous, donc le sport d'éducation populaire. C'est la raison pour laquelle nous sommes l'un des secteurs sportifs de la Ligue de l'enseignement. Et l'UCEP fonctionne donc grâce à une convention avec le ministère dans le temps scolaire et en dehors du temps scolaire. C'est une association entièrement bénévole. Et alors, avec autant d'années d'existence, il y a forcément eu des événements marquants. Est-ce que vous en avez quelques-uns en tête ? Eh bien écoutez, dans le contexte actuel des 80 ans de l'UCEP, je ne peux que penser au ministre Jean Zay, qui a inscrit l'UCEP dans une loi qui lui permettait, et c'est la seule association qui est dans ce cadre, d'intervenir dans l'école en collaboration avec l'éducation nationale. Plus loin, évidemment, nous pensons à la dernière convention signée en octobre 2014, c'est-à-dire avec Madame la Ministre, qui a renforcé cette mission à la fois de formation et d'accompagnement social de l'école par le sport pour tous et le sport scolaire. Et puis bientôt, puisque aujourd'hui je sais par la voix de l'UCEP national qu'une nouvelle convention est en train de se dessiner. Le ministère travaille actuellement avec l'échelon national de l'UCEP pour redéfinir les modalités de cette convention. Et alors, est-ce qu'il y aurait des nouveaux projets finalement, hormis cette nouvelle convention ? Alors, chaque année, nous essayons effectivement à la fois de renforcer les activités de pleine nature et sportives pour les enfants des écoles, et en particulier pour les licenciés UCEP. En Moselle, nous avons 24 000 enfants licenciés UCEP, ce qui nous place très bien, puisqu'on est le 4e département français en termes de licence UCEP. Et nous essayons de rapporter aussi des jeux coopératifs, puisque l'esprit de l'UCEP est de gagner tous ensemble. Alors, je pense notamment au kinball, à l'ultimate. L'année prochaine, nous allons encore développer des parcours cyclo-transfrontaliers, puisqu'un grand nombre de classes mosellanes sont jumelées avec des classes allemandes, et ça nous permettra de rassembler des enfants, par exemple, sur un site de pleine nature comme ici. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bientôt la fin d'un bâtiment à l'abandon. À Sarreguemines, à la jonction des rues Foch et Clémenceau, la résidence Saint-Christophe a donné des cauchemars à une quarantaine d'investisseurs. Il y a plus de 10 ans, ils ont acheté un bien dans un état qui ne correspondait pas à la réalité de son état d'achèvement. Ils ont ensuite demandé à une entreprise de terminer les travaux, mais elle a déposé le bilan. Résultat des courses, ils n'ont jamais pu vendre ou mettre en location leur appartement. 7 ou 8 années sans grands travaux se sont déroulées depuis, mais la situation est en train de se débloquer. Explication de Guillaume Duponteil.
Acheter un appartement neuf en plein centre de Sarreguemines avec emplacement de parking dans le cadre d'un investissement fiscal. Sarreguemines, une ville située au cœur de l'Europe. Sur le papier, cette offre était alléchante et 38 investisseurs ont mordu à l'hameçon. Ils sont devenus copropriétaires du bâtiment. Ils habitaient loin de la cité des faïences et ont fait confiance à un promoteur parisien qui les a finalement roulés dans la farine en leur vendant un bien dans un état d'achèvement qui ne correspondait pas à la réalité. Le promoteur immobilier a cessé son activité, les copropriétaires ont été lésés et sont partis en procédure. Pour pouvoir enfin bénéficier de leurs biens, ils ont missionné une entreprise tout corps d'État pour terminer les travaux, mais elle a déposé le bilan. Écœurés par ce double échec, ils ont arrêté les frais sans pouvoir encore bénéficier de leurs biens, les communs n'étant pas terminés. La situation est restée ainsi figée pendant 7-8 ans, mais ces derniers mois, Pascal Rohr et Brice Auer ont racheté le bâtiment avec comme objectif de terminer enfin les travaux pour rendre enfin ces logements habitables. Sur les 38 copropriétaires de départ, 4 ont décidé de poursuivre l'aventure avec ces 2 acteurs immobiliers sarregueminois, les autres ont vendu leurs biens. Cela fait donc 34 appartements qui ont changé de propriétaire. Depuis, 32 d'entre eux ont été revendus à des prix inférieurs quasiment de moitié au prix du marché. Il ne reste donc plus que 2 appartements à vendre. Une fois les travaux enfin terminés, les habitants emménageront dans un des bâtiments les mieux isolés de Sarreguemines, qui aura de plus un tout autre aspect que celui qu'il présente aujourd'hui. On a des garde-corps en béton qui vont être remplacés par des beaux garde-corps en verre. On a la façade, on va apporter un isolant, un RTE de 14 cm qui va permettre de l'isoler thermiquement. Et on va également, au niveau de la toiture, isoler en laine de roche de 40 cm la partie toiture. Il y aura aussi une terrasse végétalisée de 600 m² et une salle de sport de 60 m² au rez-de-chaussée. Les copropriétaires viennent de valider les travaux, ils débuteront incessamment sous peu et dureront 4 mois. De ce à quoi va ressembler le bâtiment ? Logement toujours avec des améliorations en perspective. Votre facture de chauffage est trop élevée, votre habitat n'est plus adapté à vos besoins. La communauté de communes du Pays de Bitche, en partenariat avec l'Association nationale de l'habitat et l'association Camel, peut vous apporter une aide financière. Pour constituer un dossier, il vous suffit de contacter le collectif pour l'amélioration du logement, Camel. Les propriétaires ont pu assister à une réunion d'information à Étain. Reportage de Laurie Couteau. Habiter mieux est un programme d'aide mis en place par l'État en 2012 dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Il est géré par l'Association nationale de l'habitat. Une convention a d'ailleurs été signée entre cette dernière, la communauté de communes du Pays de Bitche et l'association Camel. Ce programme d'aide Habiter mieux au Pays de Bitche permet aux propriétaires privés, bailleurs ou occupants de bénéficier d'une aide pour la réalisation de travaux. Pour le propriétaire occupant, le critère principal pour disposer de cette aide est le revenu fiscal de référence du foyer. Elle est accordée aux personnes dont les revenus sont modestes, voire très modestes. L'association du collectif de l'amélioration du logement est là pour accompagner les demandeurs afin de définir les travaux utiles et faire les démarches administratives. On a 2 catégories de travaux, les travaux énergie. Donc là, dans cette famille-là, vous avez tout ce qui est système de chauffage, isolation, ventilation également. Et une deuxième catégorie qui est la catégorie des travaux de maintien à domicile, où là c'est un peu plus large. C'est le remplacement d'une baignoire par une douche, modification d'un WC, mise en place de sécurité diverses, etc. Donc c'est un peu plus large. La demande est traitée dans les meilleurs délais. À partir du moment où on va faire la visite dans le logement, il faut compter à peu près 1 mois pour que l'on dépose la demande auprès de l'ANA. Et l'ANA peut mettre, on va dire, entre 2 semaines à 1 mois et demi, 2 mois pour les demandes d'aide pour les travaux énergétiques et de 1 mois à 3 mois pour le maintien à domicile. Le montant hors taxe des travaux est plafonné à 20 000 €. Entre 35 % et 50 % de subventions sont accordées par l'État sur ce montant hors taxe. N'oubliez pas, dimanche c'est la fête des mères, mais ce sont aussi les élections européennes. Alors qu'en France on s'attend à nouveau à un taux record d'abstention, en Allemagne les électeurs devraient être plus nombreux à se rendre aux urnes, d'autant qu'ils peuvent déjà voter depuis plusieurs semaines. C'est une tradition allemande qui permet à tous de se déplacer ou encore de voter par Briefwahl, c'est-à-dire par correspondance. Mais les Allemands se sentent-ils concernés par les élections européennes ? Christelle Jambon est allée glaner leur témoignage.
Dans un isoloir allemand, il y a toujours un stylo. Et pour cause, en Allemagne, pour voter, on coche le candidat ou le parti que l'on souhaite élire. En ce moment, il y a les élections européennes, mais dans certains Länder comme en Sarre, aussi les élections communales, avec entre autres le vote pour les maires. 2 élections simultanément, d'où pas mal de paperasse. Cette année, en particulier, c'est important pour moi de participer aux élections parce que je veux éviter que les ennemis de l'Union européenne ne mettent le grappin sur le Parlement. J'ai déjà voté par correspondance parce que le week-end prochain, nous ne sommes pas là, on part en vacances demain. Je vote parce que j'ai toujours l'intime espoir que mon vote contribuera au changement. L'Europe devrait devenir plus sociale, ne pas se fixer sur le capitalisme. Je pense que c'est important pour la cohabitation des individus en Europe qu'on puisse vivre ensemble en paix. J'ai voté parce que je vote toujours, mais personnellement, les élections européennes me dépassent parce que la liste des partis était si longue. Je ne m'identifie pas à ces personnes inscrites sur les listes, ni à un grand nombre de ces partis. Les élections européennes m'intéressent depuis le début. Il y a un sentiment d'appartenance à l'Europe. Il est important d'aller voter pour pouvoir exprimer son opinion et dire qu'on est d'accord avec ce système. Je trouve ça important que les jeunes aillent voter parce que l'Europe est quelque chose de particulier et devrait le rester. Un sondage récent de la télévision ZDF affirme que les Allemands n'ont jamais été aussi concernés par des élections européennes. Côté sport, le football se conjugue de plus en plus au féminin. Par exemple, au Sarreguemines Football Club, une section féminine a été créée au sein du club en 2015. Elle comptait alors une vingtaine de joueuses. Elles sont aujourd'hui 63. Guillaume Dumontagne nous en dit plus. Au départ, les motivations sont diverses. Mon petit frère, il en faisait aussi depuis 4 ans et mon grand frère, je me suis dit pourquoi pas. Essayer aussi. Quand j'étais petite, j'avais un ballon chez moi et j'arrêtais pas de tirer n'importe où et à un moment, ça m'a donné envie de faire du foot. Une fois sur le terrain, les filles visent les mêmes objectifs. Gagner, s'amuser, jouer en équipe et progresser. Au départ, c'est beaucoup des jeux assez ludiques pour qu'elles s'amusent pour commencer. Et ensuite, on les apprend à se déplacer sur le terrain, à faire des passes. Et surtout marquer des buts aussi pour qu'elles s'amusent. Le nombre de licenciés EES est en progression. Chaque année, il y a une augmentation constante, tous les ans. Quand on a commencé en 2015, on arrivait avec 20 filles. Et vous voyez, tous les ans, ça augmente. On arrive aujourd'hui à 63 filles. Voilà. On va encore augmenter le nombre de filles pour le football féminin. Là, ça prend beaucoup d'ampleur. C'est vrai que lorsqu'on va sur les plateaux, on voit toujours plus d'équipes qui s'inscrivent. Ça peut que s'améliorer avec la Coupe du Monde qui se profile là au mois de juin-juillet. Au niveau des féminines, le Sarreguemines Football Club compte aujourd'hui une équipe U8, 2 équipes U10, 2 équipes seniors et une équipe U13 en partenariat avec la S9 Grange Siltzheim. De plus, le club souhaite créer une équipe U16. Cette semaine est celle du football féminin. À cette occasion, le Sarreguemines Football Club organise une opération porte ouverte. Les filles âgées entre 7 et 15 ans peuvent venir gratuitement découvrir ce sport en se rendant ce jeudi soir pour 17h45 au stade de la Blise. Allez les filles, on donne maintenant la parole aux internautes. Voici la question du jour qui vous était proposée sur la page Facebook de Mosaïque Cristal. À Paris, le projet Loop propose des produits à la livraison emballés dans des contenants réutilisables. Les clients doivent en contrepartie payer une consigne. Que pensez-vous de ce concept? Est-ce que vous seriez prêt à payer une consigne? Est-ce que vous aimeriez tester ce système? Répondez-nous dans les commentaires.
Marie-Morgane, est-ce que nos internautes ont été séduits? Est-ce qu'ils seraient intéressés par ce concept? Alors on n'a pas eu beaucoup de contributions, mais René a répondu qu'il y avait des choses qui ressemblent un petit peu à ça chez nous, avec les courses par internet et la livraison par le drive. Alors il a demandé à utiliser des caisses consignées qu'il échange ensuite, mais pour Loop, il commente: cela va être difficile à mettre en place chez nous. Nous avons trop l'habitude de voir nos produits dans des emballages d'origine. Alors effectivement, avec Loop, le riz, les pâtes, etc., ils sont livrés dans des boîtes réutilisables en inox. Les boissons, l'huile et le vinaigre sont par exemple dans des bouteilles en verre. Il y a aussi du dentifrice qui est à croquer, donc c'est des petites pastilles. Et pour l'instant, il y a un nombre limité de places pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Il est actuellement disponible à Paris et aux États-Unis. Mais je pense que ça pourrait plaire à certains de nos internautes qui ont l'habitude d'acheter des produits consignés. On a lancé un sondage sur notre page Facebook et ils sont 62% à avoir répondu que oui, ils achètent des produits consignés. Merci Marie-Morgane. Tout à l'heure, on terminera cette émission en plate sur le thème des assistants personnels, vous savez, Siri, Alexa, Google, etc. Mais on va d'abord faire un focus sur l'assistant personnel idéal pour les déficients visuels, le chien guide. On fait le point dans un instant, le temps d'accueillir nos invités qui vont témoigner. À tout de suite. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Nouveau à Forbach, le groupe AVS Santé ouvre sa nouvelle agence Zone Commerciale Carrefour de l'Europe à côté de Leroy Merlin. Location, vente de matériel médical, orthopédie, audition et services d'aide à la personne. Venez rencontrer nos conseillers de vente pour échanger sur vos besoins. Retrouvez-nous également à Beach et Sarreguemines. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Nous aimons les sensations fortes. Nous aimons le dépassement de soi. Nous aimons avaler des kilomètres et nous aimons le contact avec la nature. Nous aimons être à l'écoute. Nous avons la passion du vélo. Aux deux roues Saralbe, c'est aussi le service, le choix et l'entretien de la motoculture. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Confiez votre audition à un spécialiste. La passion de l'audition, c'est plus de 10 années d'expérience et des milliers de clients satisfaits. Des professionnels à votre écoute. Accueillir, conseiller, accompagner, c'est leur métier. Exigez l'excellence auditive et prenez rendez-vous dans l'un des 4 centres de Moselle-Est. Avec la passion de l'audition, entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Sacrée année pour Louise. Elle a rencontré le grand amour, ils se sont installés ensemble, elle a décroché son premier emploi. Elle a prévenu tout le monde, ses parents, ses amis, Bubule, le poisson rouge, mais pas sa CAF. Ma CAF? Mais pourquoi? Ma CAF calcule le montant de mes aides à partir de mes déclarations. Elle prend en compte mon logement, ma situation familiale, les revenus et la situation professionnelle de chaque membre de mon foyer. En cas d'oubli ou d'erreur, je ne bénéficie peut-être pas de toutes les aides auxquelles j'ai droit. Ou, au contraire, je touche des aides en trop que je devrais rembourser. Alors, le bon réflexe, pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer. Quels sont les changements que je dois déclarer à ma CAF? Facile, ça concerne ma vie professionnelle, si je trouve un emploi en intérim, ou si je reprends une activité, après un congé parental par exemple. Mes revenus, si je perçois des indemnités chômage ou une pension alimentaire. Ma vie familiale, si je me mets en couple ou si mon enfant quitte la maison. Enfin, ce qui concerne mon logement, si je déménage ou si je pars à l'étranger plus de 3 mois par exemple. Pour déclarer ces informations à ma CAF, je n'attends pas qu'elle m'interroge ou me contrôle. Il sera déjà trop tard. Dès que ma vie évolue, une seule chose à faire, aller sur CAF.fr.
et je déclare tous les changements sur mon compte personnel. En résumé, c'est simple. Pour éviter de rembourser, mieux vaut tout déclarer. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le maintien du SFC en National 3 se joue samedi à Thaon. Dernier match d'une saison difficile pour les faïenciers. Coup d'envoi de la rencontre à 18h et c'est en direct sur Mosaïque Cristal. Focus sur les chiens guides de l'Est. 4 personnes spécialistes et directement concernées sont là pour faire le point. Christiane Ney, vous êtes déficiente visuelle et vous êtes venue avec votre fidèle compagnon Nuts. Magali Thiel, les futurs chiens guides font aussi des bêtises et vous, leurs facéties vous ont inspiré un livre. On va en parler tout à l'heure. Maggie Beno, avant qu'un chien puisse intégrer l'école des chiens guides de l'Est, eh bien vous faites partie des familles d'accueil qui s'occupent de la première éducation du chiot. Enfin, Raymond Ney, vous êtes le directeur de l'association des chiens guides de l'Est. Bonjour à tous les 4 et merci beaucoup de participer à cette émission. Bonjour à tous les 6 d'ailleurs, en fait, ils sont super sages, c'est excellent. Première question, Christiane Ney, je voudrais que vous nous expliquiez tout simplement ce que Nuts représente pour vous. Oh, il représente beaucoup de choses. La première chose, il représente de l'autonomie, de l'indépendance. Et puis donc, quand je marche avec le chien, je vais dire que je peux aller, j'ai pas de limite. Les seules limites que j'ai, c'est celles que je me mets. Donc c'est super. Et puis quand je marche avec le chien, on est 2. Et du coup, les gens, ils viennent me parler plus facilement que quand je suis avec une canne. Et les gens, ils vont me parler d'abord du chien. Oh, il est beau, il est gentil, comment il s'appelle. Moi, je suis très bavarde, alors du coup, j'entre en communication avec eux. Ça, c'est important. Et je l'ai nommé ministre des Relations extérieures. C'est grâce à tous mes chiens, parce que c'est mon 5e chien guide quand même, grâce à tous mes chiens, j'ai pu parler avec les gens et rencontrer plein de gens. Et du coup, le ressenti que j'ai, c'est de réintégrer la société. Avant, j'avais en perdant la vue, un sentiment de solitude. Et grâce aux chiens, j'ai vraiment ce sentiment d'appartenir de nouveau avec des gens autour de moi. C'est valorisant, je veux dire. C'est un témoignage fort, poignant. Et ça donne un aperçu aussi aux téléspectateurs de à quel point c'est important, à quel point c'est pas seulement on remplace la canne par le harnais du chien, c'est vraiment tout l'environnement qui change autour de ça. Mais avant d'en arriver là, Raymond Ney, il y a tout un processus avant qu'un chien devienne un chien guide, qui soit en quelque sorte les yeux de son maître, hein, si je peux me permettre. La première étape, c'est déjà de sélectionner le chiot. On les sélectionne comment et quelles sont les races parce que traditionnellement, on voit essentiellement des labradors. On voit, oui, mondialement, c'est 80 ou 90% des labradors. On peut faire du chien guide avec du berger allemand, du berger suisse, différentes races de bergers. Évidemment, potentiellement, tous les chiens pourraient l'être, enfin, au moins les chiens de taille moyenne. Mais effectivement, le labrador concentre un peu les qualités qu'on attend d'un bon chien guide, c'est-à-dire il doit être placide, il doit être calme, il doit être malléable, il doit avoir un bon caractère et surtout une bonne image dans le public. Voilà. Mais vous les choisissez à quel âge? Est-ce que ces qualités, vous arrivez déjà à les déceler chez un jeune chiot? On aimerait bien. Parce qu'ils sont un peu tout fous au moment où vous les choisissez. En fait, on les choisit même avant leur naissance, on les choisit même avant leur conception. On va sélectionner des lignées de chiens réputés pour leur qualité. Alors on va dire en gros 2 sources d'approvisionnement. Plus de la moitié de nos chiens viennent d'un centre d'élevage national, de CZK, qui se trouve à Lezot, à côté de Clermont-Ferrand, qui fait naître environ 300 chiots par an et qui fournit les 10 écoles ou les 10 associations de chiens guides. Mais également d'autres associations pour des chiens pour d'autres handicaps. Une grosse moitié de nos chiens viennent de là-bas et les autres viennent d'éleveurs de la région. Donc on a un certain nombre d'éleveurs avec qui on travaille en confiance
Et on va choisir, là, on va les choisir. Alors que c'est là que commence l'aventure. Mais du coup, ces chiots, ils ne vont pas tout de suite à l'école. Ils vont d'abord en famille. Par exemple, chez Maggie. Ça fait combien de temps que vous accueillez comme ça des chiots et en quoi ça consiste d'être famille d'accueil pour futurs chiens guides? Alors, on accueille le chiot à partir de l'âge de 2 mois. L'école nous confie le chiot et on le garde jusqu'à ses 12 mois, à peu près. Donc 10 mois de travail intensif. Travail intensif, on ne va pas appeler ça du travail, c'est juste de la socialisation. En faire un bon chien de compagnie, c'est tout ce qu'on nous demande. Et effectivement, l'emmener pour qu'il affronte toutes sortes de situations, que ce soit les commerces, le bruit, la circulation, les escaliers roulants, les ascenseurs, voilà, tout ça. Magali Thiel, vous aussi, vous avez été famille d'accueil pour chiots, futurs chiens guides? Oui, tout à fait. Donc, j'ai eu des chiens en relais, des chiens en sociabilisation également. Et vous, ça vous en a carrément inspiré un livre. Je vais en profiter pour le montrer à l'écran. Donc vous l'avez intitulé « Les 4 pattes blagueurs et leurs humains de compagnie, quel remue-ménage ». Racontez-nous cette aventure, comment ça vous est venu cette idée d'écrire un livre? Alors c'est vrai que les personnes déficientes visuelles, quand elles ont un chien qui leur est confié, le chien est presque parfait pour ainsi dire. Mais nous, en tant que famille d'accueil, durant la période de sociabilisation, on a énormément de bêtises, d'anecdotes à raconter parce que c'est des chiens qui sont jeunes, pleins de vie et qui nous les font les unes derrière les autres avant d'être justement les bons chiens de compagnie qu'on va remettre à l'école des chiens guides. Donc l'idée, c'était de raconter de manière humoristique toutes les bêtises, les anecdotes que nous ont fait les chiens qu'on a eu en relais, en sociabilisation. Alors on va en donner un tout petit aperçu aux téléspectateurs parce que vous le disiez, y a plein d'anecdotes et puis à un moment vous lancez aussi un quiz rigolo et où vous allez voir la réponse elle est assez évidente. Alors il est temps pour moi de mettre mon produit anti-parasitaire. Mon humaine s'applique à me vider une pipette dans le cou et prévient l'humain de ne pas me mouiller pendant au moins 3 jours, donc surtout pas de douche. À votre avis, pour la réponse A, je reste bien sage au moins tout ce temps, ou réponse B, dès le lendemain, à la première détente, je me roule dans le fumier à tel point qu'il est impossible de ne pas me doucher. J'ai même eu l'honneur d'un changement de couleur. Je suis passée de Labrador Silver à Labrador Chocolat. Voilà pour un aperçu de ce livre qu'on peut se procurer notamment sur Internet pour le commander. Et ce livre, c'est en même temps une bonne action pour l'association des chiens guides de l'Est puisque pour chaque livre vendu, vous reversez 1 € à l'association. Raymond Ney, l'argent c'est le nerf de la guerre en général. Est-ce qu'il y a de nombreuses actions qui sont menées pour récolter des dons? Comment vous faites pour financer l'association? C'est un combat de tous les jours. C'est d'ailleurs mon principal travail. On a des donateurs, des particuliers. Donc on a environ 35 000, 40 000 donateurs fidèles sur tout le Grand Est qui nous soutiennent régulièrement. Ensuite, on a des clubs-services, Lions Club, Rotary Club, Kiwanis Club, etc., qui nous soutiennent très régulièrement également, et des initiatives comme celle de Magali, de groupes scolaires, de personnes qui organisent des kermesses, en fait, des lotos, tout ce qu'on peut imaginer qui va drainer un peu de monde et surtout un peu d'argent, et qui nous reversent les bénéfices de leurs actions. Et de plus, nous sommes reconnus d'utilité publique, donc legs et assurance vie, on peut les percevoir en toute franchise d'impôt. Et tu as oublié quelque chose d'important. Nous, on reçoit le chien gratuitement. Et oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut pouvoir financer l'association. Et effectivement, vous ne demandez pas aux déficients visuels de payer pour le chien. Le chien est entièrement remis gratuitement. Le chien, sa formation, son équipement, la formation de la personne au moment où on lui remet le chien, mais également la formation de la personne, parce qu'on travaille sur les 2 plans. On travaille bien sûr les chiens, c'est un peu notre matière première, mais il ne faut pas oublier qu'à l'autre bout de la laisse, il y a une personne
qui n'est pas forcément apte tout de suite à se déplacer avec un chien. Donc on travaille également avec les personnes déficientes visuelles pour les préparer à être autonomes dans leurs déplacements. Alors on va en reparler, mais comme on a parlé d'abord du tout début de l'aventure, quand vous sélectionnez les chiens avant même qu'ils soient nés, finalement, quand ensuite le chiot part en famille, mais finalement l'essentiel de sa formation se déroule dans l'école que vous avez à Voipy, mais il y en a 2 en fait pour les chiens guides de l'Est. Avant d'en parler, je vous propose de montrer aux téléspectateurs le reportage qui a été réalisé sur place par Uranie Tozik. Une mini-ville au sein du centre de formation. Le bruit et les voitures en moins. Ce parcours est essentiel pour les futurs chiens guides, car le lieu est calme et sécurisé, donc idéal pour y apprendre les bases et avoir ses premiers repères. Ici, on trouve des trottoirs avec bordure, un escalier, des passages piétons ainsi que du mobilier urbain. Mais le circuit n'est pas simple pour autant. Il a fallu recréer un environnement réel avec son lot d'obstacles. Alors les obstacles, là, c'est nous qui les rajoutons au gré de nos envies et de nos besoins. Donc, en fonction du niveau du chien, de ce qu'on a besoin de travailler avec lui. Donc on va rajouter des obstacles, des simples au début, puis des situations de plus en plus complexes. Et le chien, du coup, va pouvoir apprendre de manière très progressive. Ceux situés au sol sont rapidement assimilés, plus difficile pour ceux en hauteur, matérialisés ici par un volet. Expliquer au chien qu'on évite une poubelle, c'est plus simple que d'expliquer qu'on évite un volet qui peut se situer à 1,50 m. Donc c'est ce qu'on appelle nous les obstacles en hauteur, on les travaille jusqu'à peu près 1,50 m et ça reste un apprentissage complexe parce que le chien quand il marche, il a la tête à peu près à 50-60 cm du sol. Donc forcément s'occuper de ce qui se situe 1 mètre au-dessus, le chien n'a pas forcément son attention portée 1 mètre au-dessus. S'asseoir au bord du trottoir, contourner un chantier, s'arrêter à un feu, aider son maître à trouver une porte ou le siège d'un abribus. L'objectif du parcours est de recréer des situations que le maître et son chien pourraient retrouver au quotidien. D'ailleurs, l'apprentissage se fait aussi à l'extérieur, d'abord dans les quartiers calmes. On va privilégier ces parcours-là au départ. Donc on peut même prendre 1 rue, 2 rues qui vont présenter les bonnes configurations. Où on va rajouter nous-mêmes des obstacles artificiels dans ces rues pour être progressif. Et puis après, on va aller dans des endroits encore plus animés. Comme c'est le cas dans cette rue, juste à côté du centre, où voitures, bus, piétons sont nombreux. Tout au long de l'apprentissage, le chien et la personne atteinte de déficience visuelle vont alterner entre ville et parcours. Donc on peut apprendre à un chien à gérer un passage étroit, par exemple, ici, au tout début, et puis ensuite aller dans la ville pour le travailler en situation réelle. Et puis revenir sur ce terrain ensuite pour travailler un contournement par la route, par exemple, et puis de nouveau retourner à l'extérieur. Donc c'est assez ponctuel dans le courant de l'éducation. Au-delà de la sécurité et de la sérénité des déplacements, c'est une véritable complicité qui s'installe entre le chien guide et son nouveau maître. Raymond Ney, ça met combien de temps pour former du coup complètement un chien guide? Complètement entre 18 et 24 mois. Il y a 8 à 10 mois en famille et puis ensuite une fois que le chien rentre à l'école, donc quand il est pris en charge par un professionnel, on compte encore 9 à 10 mois de pratique intense et de formation. Avant qu'il puisse être remis donc à un déficient visuel. Voilà. Ceci dit, les tandems, je suppose qu'ils ne se forment pas au hasard. Christiane, je voudrais que vous nous racontiez comment ça s'est passé pour vous à chaque fois que vous avez eu un chien, puisque vous l'avez dit, ce n'est pas le premier. À chaque fois, quand c'était le premier chien, c'est une nouvelle aventure. On ne sait pas trop, on n'ose pas trop lui faire confiance à 100%, donc ça prend un peu du temps. Mais après, comme on sort d'une aventure positive, chaque renouvellement est plus facile. Et alors, maintenant, je connais le moyen pour que ça marche bien. Mais je lui fais des papouilles, je lui donne à manger. Ça, c'est une fois qu'il vous est attribué, mais oui. Au départ, c'est vous qui le choisissez, c'est lui qui vous choisit, c'est l'école, c'est qui? Je fais tout un dossier, je marque ce que je veux faire. Par exemple, moi je vais dans les écoles, il me faut un chien, pour expliquer le chien guide, il me faut un chien qui n'ait pas peur des enfants. Nous on est passionnés de randonnée avec mon mari, il me faut un chien qui sache marcher plusieurs kilomètres pendant plusieurs jours de suite. Avec le premier chien guide, on a fait le tour du Mont Blanc. Imaginez si tout là-haut le chien il dit oh j'en peux plus, il faut que tu me portes, j'ai déjà mon sac à dos, c'est sûr ça n'ira pas. Il faut qu'à chaque fois, je remplis mon dossier le plus juste et je sois le plus honnête possible. Et après, les éducateurs, quand ils découvrent leur chien, il y a des chiens très rapides,
vite, d'autres plus lents. Alors ils vont essayer d'adapter le caractère de la personne et ce que je veux faire avec le caractère du chien, comme dans une agence matrimoniale. Ils vont faire le meilleur couple. Mais oui, mais parce que vous êtes amenés évidemment à vivre ensemble et à tout faire ensemble. Et on rencontre également plusieurs fois la personne avant de lui attribuer un chien. On a plusieurs rendez-vous. On a une visite à domicile par un de nos techniciens, qui va se rendre compte un peu de l'environnement à la fois familial, mais également du quartier, de la maison, etc. On les rencontre, on les fait venir une première fois à l'association en pré-stage, où ils vont découvrir à la fois le contact avec un chien, mais également être évalués par notre instructrice de locomotion, qui est une des professionnels qui intervient auprès des personnes déficientes visuelles, pour évaluer la capacité de la personne à se déplacer de façon autonome, parce que c'est un peu comme conduire une voiture. Hein. Si vous ne passez pas par l'examen du permis de conduire, si on ne vous montre pas comment ça marche, vous ne saurez pas partir avec. Mais surtout la première fois qu'un déficient visuel se retrouve à avoir un chien, parce que ça veut dire aussi lâcher la canne. C'est pas la canne et le chien, c'est l'un ou l'autre. On ne garde pas la canne blanche. Et en fait, le chien, au début, le plus difficile, on se rend compte qu'il va bien, qu'il fait juste, mais le plus difficile, c'est quand même de se lâcher, de lui faire confiance. Ça, au début, c'est dur. Et puis, petit à petit, comme ça va vraiment bien, alors on se lâche, on lui fait vraiment confiance. Et là, on se dit, ouais, mais je peux en faire encore plus. Et du coup, on va reculer, repousser toutes nos limites. Avec le premier chien, c'est ce qu'on fait tous, la grande découverte, qu'on peut repousser nos limites de ce qu'on faisait avant grâce au chien. Et puis vous continuez du coup en même temps son éducation, à lui apprendre des choses nouvelles, c'est ça? Oui, c'est déjà tout et c'est bon. Il sait tout, mais après il faut que j'adapte chez moi. Il y a 2-3 petites choses à faire plus personnelles, on va dire. Mais sinon, le chien, quand je le reçois, il est fini et il est tout à fait capable de me guider. Alors, vous le disiez, ce n'est pas votre premier chien. Ça veut dire que ceux d'avant, ils ont eu le droit de prendre une retraite ou ils doivent travailler jusqu'au bout? Comment ça se passe? Ils sont partis à la retraite, on va dire autour de 10 ans. Les 2 premières sont déjà mortes, elles avaient plus de 15 ans. Donc ça veut dire qu'elles ont vécu encore 5 ans. En général, quand elles partent à la retraite, c'est des mémères. Hein, et puis voilà, elles vivent quand même encore bien. Moi, je les ai gardées. La 3e, je ne l'ai pas gardée parce qu'elle n'a pas accepté quand la 4e, elle est venue chez moi et je veux dire... de plus travailler? De plus travailler. Donc, je l'ai donnée à une amie. Mais si je n'avais pas eu d'amis autour de moi, à l'association, il y a des familles de retraite qui peuvent prendre le chien pour lui faire une retraite. Donc, il y a des bénévoles aussi après... familles de retraite, oui. Des familles de retraite. D'accord. Et après, là, à la maison, j'ai la retraitée, donc la 4e, et lui, c'est mon premier mâle. D'accord. Voilà. Alors, on a vu du coup toutes les étapes. On voit qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont longues. Combien ça coûte d'éduquer un chien guide? Ça n'a pas de prix. Oui, mais concrètement, vous qui devez trouver les finances, vous savez exactement combien ça coûte. Oui, très cher. Plus cher qu'une très belle voiture, toute option. Et en plus, je suppose que vous avez une forte demande et une liste d'attente, c'est ça? Il y a une liste d'attente tout à fait raisonnable, puisque par chance, on arrive à mutualiser un peu les moyens des 10 associations de chiens guides en France. Donc on peut, quand on est, dans notre cas, dans le cas qu'on est à l'Est, on a pas mal de demandes et on a une capacité de production limitée. Donc on se tourne vers nos amis dans les autres structures qui nous dépannent. Donc l'an dernier, on a eu 5 chiens d'autres structures, 2 de Toulouse et 3 de Nice. Là, cette année, on a déjà remis 2 chiens de Toulouse dans notre secteur. Et ce n'est pas les seuls. Donc on compte les uns sur les autres pour échanger nos chiens. Pour remettre des chiens, parce que à d'autres endroits, il y a des chiens, mais moins de demandes. Et l'objectif étant que les personnes qui demandent un chien n'attendent pas de façon déraisonnable. On va dire, pour un renouvellement, on essaie de limiter ça en moins de 6 mois. Ouais. Hein, et le renouvellement... Parce qu'en plus, l'autonomie dont vous parliez, Christiane, ça veut dire que pendant les quelques mois où vous vous retrouvez sans chien, c'est la galère totale ou vous pouvez continuer? En fait, j'anticipe, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le veto, moi je me rends compte que le chien, il devient branché au ralenti, alors je refais une demande et je continue de marcher avec le retraité, enfin avec le vieux, on va dire. Et après, quand je reçois le nouveau chien, alors je bascule complètement du retraité sur le nouveau.
Et là, donc je ne reste pas sans chien. Quand les choses se passent normalement, quand on peut anticiper le départ à la retraite du chien, évidemment, là, il n'y a pas de rupture. Mais on n'est pas à l'abri d'un accident, on n'est pas à l'abri d'une maladie brusque. Et là, effectivement, là, c'est la grosse galère, puisque là, la personne va se retrouver pendant quelques mois sans chien. Et elle va retourner à la canne, et là, elle sera d'autant plus heureuse de trouver un chien. Mais si je devais remarcher avec une canne, moi, j'aurais le sentiment de régresser. Hein. Oui, parce que là, vous ne l'utilisez plus jamais, dans aucune circonstance. Je l'ai toujours, elle est dans mon sac à main. Imaginez, mon chien, subitement, il est malade ou le harnais casse, j'ai toujours ma canne, oui, mais vous l'avez en sécurité, mais est-ce que vous l'utilisez de temps en temps? Si je lâche le chien dans un endroit, il est en détente, moi, qu'est-ce que je deviens? Il faut que je sorte ma canne. D'accord. Mais moi, sur les trottoirs, en ville, je marche qu'avec mon chien. D'abord, je suis beaucoup plus belle avec mon chien qu'avec ma canne. Ça, c'est sûr. Vous êtes très beaux tous les deux. On a pu voir aussi les images. Merci beaucoup. Alors, dernière chose pour tous les téléspectateurs qui seraient prêts à donner un coup de pouce. On leur dit quoi? Alors, bien sûr, d'acheter le livre. Hein, voilà. Ça fera déjà un coup de pouce. Ils peuvent aussi faire des dons. Est-ce que vous cherchez aussi des familles d'accueil pour les chiots ou pour les chiens retraités? Surtout pour les familles, pour les chiots. Et là, on a quelques conditions. Il vaut mieux habiter dans un rayon de 50-60 km de Metz. Ne pas dépasser, on va dire, 3/4 d'heure, donc 45 minutes de route. Parce que la famille d'accueil va devoir se déplacer sur Metz, mais nous déplaçons aussi au domicile de la famille. Donc, passer des heures sur la route, ça n'a pas d'intérêt. Hein, donc... Ouais, toi, tu dépasses, oui. Un tout petit peu, ça termine, mais bon, c'est pas grave. Et on a encore quelque chose d'important. Le dernier dimanche de septembre, tous les ans, c'est la journée porte ouverte. Donc, si vous venez à l'école à Voipy, vous voyez des démonstrations de chiots, comment ils sont déjà bien éveillés, bien évolués, de chiens en éducation, de maîtres de chiens. Et puis, il y a plein de stands et on peut manger sur place et c'est une très belle journée. Et ça permet aussi de donner un coup de pouce pour les finances. Et bien bravo, les messages sont passés. Et puis tous les renseignements sont aussi sur le site internet www.chien-guide-s.org. J'aurais un message très important. Nos statuts nous interdisent toute forme de démarchage à domicile. C'est-à-dire on ne tire pas les sonnettes et on n'appelle pas les gens au téléphone. Méfiez-vous. Donc ne vous laissez pas arnaquer. S'il y en a qui se servent de cet argument, ce n'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui se servent de notre image pour arnaquer les gens. D'accord. Et ben merci beaucoup à tous les quatre et même à tous les 6. Ils ont été super sages, ils sont adorables d'avoir participé à cette émission. On se quitte sur une discussion en plate, mais sous-titrée. Nos joyeux-lurons de plate-bande se sont intéressés cette semaine aux assistants personnels. Siri, Alexa ou Google ont envahi leur quotidien aussi. Je vous laisse en leur compagnie en vous souhaitant une très bonne journée. À demain. Pour vos menuiseries, demandez le conseil, le choix, la pose. Exigez la qualité, le service et l'expérience. AG Fermeture. Liebe Zuschauer, wissen ja, ich rede gern, aber ich habe da noch etwas gefunden, das redet noch mehr wie ich, das ist meine Konkurrenz, das Telefon da. Die Susanne. Also, wissen ja, vorher hat das Ding da ganz geklingelt am lieben langen Tag und jetzt redet es auch noch. Ja, und so weiter und jetzt, ja. Das ist unglaublich, Susanne. Ja. Da gibt es jetzt so, das heißt auf Französisch, Assistant personnel. Ja. Wie könnte man das auf Platt übersetzen? Das sind so Lied, wo da helfen, gell? Persönliche Helfer. Ja. Alltägliche. Also auf persönliche Helfer. Die Deutschen oder die Amerikaner sind PDA. Personal Digital Assistent. Oh, ja. Assistant personell. Ja, okay. PDA, die sind PDA. Da gibt es zum Beispiel den Apple, weißt du, Apple, der hat die Siri, da hast du Google, du musst sagen, okay Google, da hast du Amazon, hat da einer rausgebracht, das heißt Alexa. Und da hast du noch Microsoft mit Cortana, aber das geht so langsam der Berg ab. Aber es ist Cortana stirbt. Das ist ja so praktisch. Schau mal, moins, Martin, ich mache da jetzt einen kleinen Kuch. Sag mal, du stehst jetzt auf, hast noch den Laden zu. Und da sagst die Siri, wie soll ich mich anziehen? Und da sagt er, hey Martin, heute musst du einen Rock anziehen, es ist schön. Und da vergisst du Kaue nicht. Und dann gehst du in die Küche und hast Lust für einen guten Käsekuchen zu machen oder Frosch. Die Siri, dann mal eine Recette du Gâteau Fromage. Und der macht dann das Rezept. Er macht es nicht. Der Kuchen backt nicht, gell? Oder
sagst du, das brauche ich nicht. Oder hast du jetzt Lust auf Schmusemusik? Und dann sagst du, die Siri, mach mal Schmusemusik. Und dann plötzlich hast du, da ist ein schöner Slow und dann kannst du mit in der Monitor. Du bist nie allein daheim mit dem Ding. Das will ich mal gesehen, ne? Siri, mach mal Schmusemusik. Ich verstehe kein Blatt. Das fehlt noch. Ich habe auch so Siri daheim. Aber? Das bin ich. Aber? Ja, meine Frau hat alle kaputt. Was essen wir denn heute? Ja. Was hast du gekocht heute? Ja. Was soll ich anziehen? Die Martin, was gibt es denn für Wetter heute Mittag? Sag mal Martin, was ist denn am Tele heute Abend? Sag mal Martin, ist der Briefpott schon durch? Das ist schon schrecklich. Die haben das abkopiert. Die haben schon ein Brevet abgehen, weißt du? Ja. Nein, das geht nicht. Dann hätte ich schon so Siri Martin. Ja. Dann hättest du für mich verdient, die will ich mal. Benutzt das, Susanne, oder benutzt du das nicht? Also ich benutze das viel, weil ich habe 40 Kilometer zu fahren alle da und natürlich, wenn ich viel anrufe und dann mache ich die Siri, rufen wir mal den oder den an, aber es ist letztlich mal einer passiert. Ich habe gesagt, rufen wir den Sebastian an, dann fragt das Ding mich, Sebastian oder Sebastian Radio? Eine sage ich Sebastian, dann fragt er nochmal Sebastian oder Sebastian Radio? Und dann habe ich gesagt, du dumm Ding, Sebastian Radio, dann hatte ich angerufen. Aber sicher. Dumm Ding hat er verstanden. Das ist wahr, ja. Blatt versteht er noch kennen, ha? Nee. Ja, wenn du da sagst, wie komme ich auf die Ringen, dann hat er ein bisschen Hut. Die Kinder haben mal vor 2 Jahren der Mami hat ihr Geburtstag geschickt. Alles Gute, für den Geburtstag, junge Mami. Und dann hat das Ding übersetzt. Gut, alles Gute für den Geburtstag, Junkie Mami. Ja, kannst du noch den aufhauen, Siri, findest du mich schön? Da geht er mal als Antwort, ich bin nicht programmiert für so Dinge. Ja, er kann nicht auf alles antworten. Er kann Spiegel machen. Und was amüsant ist, alle will, sind Jugendliche, die amüsieren sich, da Siri, Alexa und Google Home miteinander zu machen. Und dann sagen sie etwas und die fangen an zu kommunizieren miteinander. Und es wird ganz lustig, das wird meistens gefilmt sogar noch. Aber was auch sehr praktisch ist, mit dem Apparat, wir haben schon Sendungen gehabt, wo wir geredet haben von Spielen. Und jetzt, da stellst du so eine auf der Mitte und da gibt es so Spiele und da sagst du zum Beispiel, wer wann warst du im ersten Mal auf dem Mond? Susanne muss Antwort geben, dann musst du das programmieren und dann kannst du das dann, wie gesagt, programmieren und das ist so eine Art zu spielen, eine moderne Art zu spielen, gell? Ich glaube, die Siri ruft dich jetzt an, gell? Jetzt ruft die mich an, ne? Ja, aber voilà. Jetzt muss ich da aufhängen, ne? Ja, muss sagen, hallo. Hallo. Also, mir wäre son jetzt die Siri, c'est la fin de l'émission, gell? Ja, was noch praktisch ist, du kannst ein Ding sagen, er soll das schreiben, du diktierst ihn und er schreibt es. Ich muss sagen, kannst du nicht mehr so mit? Das ist gut für mich. Wenn ich SMS schicke, ich rede da mit dem Apparat, meine Kollegen, die lachen mich aus, aber ich schreibe jetzt nur noch die SMS so mit dem Siri. Das ist sehr praktisch. Und wie schreibt der Not? Mit Fehler oder ohne Fehler? Also, außerdem, wenn er, was für sich jetzt Metza muss schreiben, ich gehe auf Metza oder ich gehe auf Teamringen, da hat er ein bisschen Hudel, aber mit unserer weißt du was, wir probieren noch. Mit unseren Namen haben sie ihre Probleme, das stimmt. So, also liebe Zuschauer, wir sind jetzt fertig und das nächste Mal haben wir gedacht, reden wir nochmal über Essen. Essen ist doch gut, nichts mehr gegessen.